Il y a ce hiatus-là qui, à mon avis, est très révélateur de la crise démocratique que l'on vit, comme si finalement, aujourd'hui, la question de la souveraineté était un sujet qui était devenu tabou pour les élites dirigeantes de ce pays. Or, le fondement, qu'on le veuille ou non, d'une démocratie, dans un État-nation, ça reste la souveraineté et ça reste finalement la voix du peuple. Donc je crois qu'on est là véritablement au cœur de ce qu'est la crise de la démocratie. Darmanin, KO debout, Macron tapis dans l'ombre, tente de raccommoder la robe à Juliette, la majorité présidentielle qui ressemble chaque jour davantage au radeau de la Méduse, à tel point qu'on parle de dissolution de l'Assemblée et d'élections anticipées, le tout sur fond de crimes et de délits qui illustrent la montée irrépressible de l'islamisme et du conflit de civilisation sur notre sol. La crise politique manifeste-t-elle plus profondément une bascule sociétale dans notre pays? Nous allons tenter d'y voir un peu plus clair. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef à la Revue Parlementaire, vous êtes professeur à la Sorbonne et vous avez écrit plusieurs ouvrages, je cite seulement les derniers, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du Cerf, et puis Chaos, un essai sur les imaginaires des peuples, toujours aux éditions du Cerf. Vous êtes un des meilleurs avec Stéphane Rosès. Avec Stéphane Rosès, un des meilleurs spécialistes et analystes de la politique française. Vous êtes connu pour cela. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est content de vous recevoir à un moment crucial. Alors, première question, Arnaud Benedetti. Darmanin a pris de plein fouet l'échec de la loi immigration. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission dans la foulée, nous a-t-on dit. Elle a été refusée par Emmanuel Macron, le président de la République. Est-ce qu'il va tenir à son poste après peut-être un certain nombre d'erreurs? D'abord, une première observation, il est très étonnant qu'un ministre remette sa démission au président de la République. Il eût été plus conforme par rapport à la tradition qu'il la remette, qu'il la propose en tout cas à la première ministre. Donc ça nous dit quelque chose, si vous voulez, sur cette séquence. En effet, ça veut montrer qu'il garde toute la confiance du président de la République, donc du plus haut niveau de l'État, malgré cet échec qui est un échec en effet retentissant, qui est son échec, en effet, qui est aussi l'échec, qu'on le veuille ou non, du président de la République et de la première ministre. C'était un échec, j'allais dire, qui était inscrit, quoi qu'on en pense, même s'il peut apparaître inattendu, parce que c'est vrai que c'est un coup de tonnerre, l'adoption d'une motion de rejet, mais il était inscrit, j'allais dire, dans la dynamique même de, si vous voulez, la discussion parlementaire. Juste un petit point, c'est que, en effet, ce texte avait été profondément remanié par la majorité de droite et du centre au Sénat. La plupart des dispositions qui étaient les siennes avaient été durcies par les sénateurs. On avait même augmenté le nombre d'articles, puisqu'on était passé de 23 articles à près d'une centaine d'articles. Et ce texte avait été voté au Sénat, si vous voulez, quand même avec l'aval du ministre de l'Intérieur et l'aval, de fait, du gouvernement, pratiquement sans réserve sur la plupart des amendements qui avaient été proposés par les sénateurs. Et voilà qu'il revient ensuite, qu'il va, en procédure classique de la navette, à l'Assemblée nationale, qu'il est discuté devant la commission des lois et que la commission des lois, sous la présidence de M. Sacha Houlié, va en détricoter les principales dispositions. Donc la première question que pose finalement ce déroulé parlementaire, c'est quelle est la vérité de M. Darmanin sur le texte concernant l'immigration? Est-ce que c'est la vérité du Sénat ou est-ce que c'est la vérité de la commission des lois? Donc il y a quelque chose, si vous voulez, qui relève de l'ambiguïté, de l'ambivalence dans la position du ministre de l'Intérieur et qui a été de fait sanctionné, en tout cas par l'Assemblée nationale et notamment sanctionné par les députés LR qui considèrent qu'ils ont été vraisemblablement grugés dans cette affaire puisque
d'une certaine manière, on accepte des dispositions qui vont dans le sens d'une plus grande fermeté, des dispositions que l'on va vider de leur substance 48 heures après que le texte ait été adopté au Sénat. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on a assisté à un deuxième... Donc il y avait une logique imparable politique. Il y avait une logique imparable, si vous voulez. Vous pouvez pas l'Assemblée être... rejette quelque chose qu'on avait défait. Enfin, l'Assemblée, en tout cas, les LR. Ouais. Après, si vous voulez, la logique, elle est liée finalement à la dynamique même du texte. C'est un texte qui... Vous savez, vous connaissez la phrase de Bainville sur le traité de Versailles. Qu'est-ce que disait... Ça n'a rien à voir, le traité de Versailles, avec le projet de loi immigration, bien évidemment, mais il avait une formule pour décrire le traité de Versailles. Il disait « il est trop dur pour ce qu'il a de mou, et il est trop mou pour ce qu'il a de dur ». Et en fait, le texte de ce projet de loi immigration, quelle que soit sa version, et surtout la version en tout cas gouvernementale, telle qu'elle avait été déposée, il était trop dur. Avec ce volet des métiers en tension. Il était trop dur pour ce qu'il avait de mou et il était trop mou pour ce qu'il avait de dur. Ce qui explique que des oppositions avec des raisons totalement différentes, de l'extrême gauche au Rassemblement national, en passant par les LR et par toutes les nuances de la NUPES, aient pu finalement voter une motion de rejet. Donc, on est là, j'allais dire, avec un processus qui était inscrit à la fois dans le texte et inscrit dans les rapports de force politiques à l'Assemblée nationale. Donc finalement, moi je considère que c'est une demi-surprise, en fin de compte, cette motion de rejet. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement ne l'ait pas vu venir, que M. Darmanin ne l'ait pas vu venir. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Comment se fait-il que Darmanin, Macron et Elisabeth Borne n'aient pas fait pression sur Sacha Houlié, qui est le président de la commission parlementaire, qui a abouti à ce texte, et qui a précisément rétabli dans ce texte l'appel d'air incroyable de ces métiers en tension qui a provoqué le vote contre? Oui, alors pas seulement, parce qu'en fait... Les métiers en tension, l'article 3 de la loi, n'avait pas été abandonné totalement par le Sénat. Il avait été réécrit. En fait, qu'est-ce qu'avaient proposé les sénateurs? Globalement, ils avaient proposé une régularisation au cas par cas qui était laissée à la main des préfets. Donc il n'y avait plus d'automaticité. Mais l'article en tant que tel avait été réécrit, mais la disposition n'avait pas disparu. C'était son application, son mode d'application qui était modifié par rapport, en effet, au texte initial du gouvernement. Mais la vérité, c'est qu'en effet, là où vous avez parfaitement raison, c'est que la commission des lois l'a rétabli, cet article 3, dans son état initial. Donc ce qui était en effet inacceptable pour le groupe LR. D'autant plus qu'il y a un point important qu'il faut quand même souligner dans cette affaire, c'est que il y avait une différence d'appréciation entre le groupe LR à l'Assemblée nationale et le groupe LR au Sénat. Le groupe LR à l'Assemblée nationale avait vraisemblablement, en tout cas dans sa composante majoritaire, une vision encore plus dure que le groupe LR au Sénat. Parce qu'en effet, le groupe LR à l'Assemblée nationale réclamait la disparition totale du dispositif sur les métiers en tension. Donc de fait, en effet, ce texte devenait inacceptable pour les LR. Et en plus, pour les LR, il s'agissait de se recréditer d'une certaine manière en opposant ferme et déterminé au gouvernement, parce que quand même les LR ont parfois voté un certain nombre, ou en tout cas par leur abstention, permis l'adoption d'un certain nombre de textes gouvernementaux depuis 2022. Absolument. Alors les Français, eux, sont favorables à une réduction drastique ou à un arrêt des flux migratoires. Il faut en revenir quand même à la volonté populaire dans une démocratie. La commission mixte paritaire qui siégera dès ce lundi 18 décembre, est-ce que, d'après vous, elle a une chance d'aboutir à ce résultat? C'est très difficile de le dire. Enfin, en l'état où on parle, ce samedi... donc ça sera 14 parlementaires qui doivent s'entendre sur une mouture du texte. C'est 14 parlementaires, 7 sénateurs, 7 députés, qui représentent à proportion du poids de chaque groupe à l'Assemblée nationale leurs forces politiques respectives. Bon, clairement déjà, dans cette commission mixte parlementaire, qui sera présidée par le président de la commission des lois, M. Houlié, le gouvernement n'a pas la majorité, puisque c'est, in fine, la droite qui est majoritaire, notamment avec 4 LR,
des centristes, et puis il y a évidemment des parlementaires de gauche et un parlementaire du Rassemblement national. Donc déjà, d'une certaine façon, le gouvernement n'a pas la main. En tout cas, la majorité macroniste n'a pas la main à l'intérieur de cette commission mixte parlementaire. Ça, c'est un premier problème. Deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, en l'état des discussions, on sait que Mme Borne reçoit beaucoup. D'ailleurs, c'est Mme Borne maintenant qui a pris le dossier en main. Ce n'est plus M. Darmanin, c'est Mme Borne qui négocie. C'est Mme Borne qui réunit les responsables de la majorité. C'est Mme Borne qui reçoit les différents responsables LR, M. Ciotti, M. Marlex, M. Retailleau. Donc c'est elle qui, aujourd'hui, est en première ligne et est à la manœuvre. La réalité, c'est que pour l'instant, la position des LR, c'est le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat, tout le texte du Sénat. Or, on sait que rien que le texte, tout le texte du Sénat, ça pose un problème vis-à-vis de ce que l'on appelle l'aile gauche de la majorité. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'accord? À l'heure où l'on parle, c'est très difficile de le dire, et il ne faut pas du tout exclure le fait que cette commission mixte paritaire ne soit pas conclusive, et si elle ne l'était pas conclusive, ça veut dire que le texte serait abandonné. Le président de la République, semble-t-il, l'a plus ou moins laissé entendre auprès de ses ministres et auprès des principaux responsables de la majorité. Alors en tout cas, s'il y a un accord, il sera donné le lendemain, donc le 20 décembre. Il sera soumis à l'Assemblée et au Sénat le 20 décembre, le lendemain de cette commission, si j'ai bien compris. Oui, alors il faut que le texte soit voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais c'est quand même l'Assemblée nationale qui a, il faut le rappeler constitutionnellement, la main. Mais on en est encore à ce stade assez loin. Ouais, c'est ça. Alors, sur cette ligne, ce qui est étonnant quand même, c'est que le gouvernement a l'air de se rallier à cette suppression de cet appel d'air des métiers en tension, avec la réserve que vous avez rappelée sur les préfets. Mais Édouard Philippe, Bruno Le Maire et même Darmanin a l'air de se rallier à tout ça. Et par contre, contre cette nouvelle mouture, contre cette mouture du Sénat, celle qui avait été validée par LR, on retrouve toute la gauche, LFI, Renaissance, mais aussi le MoDem. C'est étonnant cette espèce de revirement de la part des ministres et puis cette nouvelle Alors, ce sont quand même césure la plupart des ministres que vous avez cités sont des anciens républicains, qu'il s'agisse de M. Le Maire ou de M. Darmanin. Je n'ai pas entendu pour l'instant Mme Borne à ce stade acquiescer à cette position, parce que Mme Borne est tout à fait consciente qu'il faut qu'elle fasse tenir les différentes nuances de sa majorité. Et à ce stade, on voit bien que du côté d'un certain nombre de parlementaires de Renaissance, on n'est pas prêt à faire cette concession. Et je ne vois pas d'ailleurs M. Houllier, objectivement, pour l'instant, faire une concession de ce type au LR. Et on a vu que même à l'intérieur d'autres groupes de la majorité, je pense au groupe MoDem, qu'on est pour le rétablissement en l'état de l'article 3 tel qu'il avait été proposé par le gouvernement. Donc, si vous voulez, Mme Borne, malgré les prises de position de M. Darmanin et de M. Le Maire, et on peut imaginer que c'est tendu en ce moment d'ailleurs, entre Mme Borne et M. Le Maire, et Mme Borne et M. Darmanin. Mme Borne essaye de trouver une ligne de crête qui lui permette à la fois de ne pas perdre à droite et de ne pas perdre sur sa gauche. On est dans un exercice, j'allais dire, d'équilibrisme extrêmement complexe qui n'augure pas forcément d'un résultat favorable, encore une fois, concernant cette commission mixte paritaire. C'est ça. Et pendant ce temps-là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les Français sont massivement opposés à la poursuite de l'immigration, en tout cas telle qu'elle est. Alors, quand on regarde, publique. oui, alors, clairement, aujourd'hui, toutes les tendances de fond de l'opinion publique préconisent un durcissement de notre politique migratoire, une maîtrise plus forte, évidemment, des flux migratoires. L'opinion publique, les différents sondages le montrent, est favorable à un référendum sur l'immigration, ce qui n'est pas possible quand même à ce stade constitutionnellement, il faut le rappeler. Et même l'opinion publique, quand on la sonde sur ce qui vient de se passer ce lundi à l'Assemblée nationale, considère que c'est le texte du Sénat qui doit être
voté et non pas une autre mouture qui viendrait d'une certaine manière à nouveau détricoter ce texte. De toute façon, on ne discute pas sur la mouture de Sacha Houlié. On discute aujourd'hui, en commission mixte paritaire, il faut être clair, on discute sur le seul texte aujourd'hui en l'état, qui est le texte du Sénat. Donc, apparemment, une grande majorité des Français plutôt privilégient le texte tel qu'il a été voté au Sénat. Ensuite, si vous voulez, il y a un hiatus aujourd'hui sur cette question migratoire, et sur d'autres sujets d'ailleurs encore, mais sur cette question migratoire, c'est encore plus incandescent, entre finalement l'état de l'opinion publique, qui encore une fois est un état d'une opinion publique qui est favorable à une reprise en main forte de notre politique migratoire, considérant qu'il y a aujourd'hui un enjeu à la fois en termes de cohabitation culturelle, un enjeu en termes de laïcité, un enjeu en termes de sécurité, un enjeu aussi en termes d'identité. En effet, j'allais dire, des gouvernants qui, eux, ont du mal finalement à prendre en compte cette demande de l'opinion publique. Il y a ce hiatus-là qui, à mon avis, est très révélateur de la crise démocratique que l'on vit, comme si finalement, aujourd'hui, la question de la souveraineté, qui est quand même au fondement du fonctionnement d'une démocratie et d'un État-nation, était un sujet qui était devenu tabou pour les élites dirigeantes de ce pays. Pas d'ailleurs seulement les élites politiques, les élites parfois administratives et d'autres élites, parfois les élites intellectuelles. Or, le fondement, qu'on le veuille ou non, d'une démocratie dans un État-nation, ça reste la souveraineté et ça reste finalement la voix du peuple, en l'occurrence. Et cette voix du peuple, aujourd'hui, nombre de nos compatriotes, dans différents segments sociaux de notre société, classe populaire, classe moyenne, considèrent qu'elle n'est plus entendue. Et pas seulement sur la question migratoire, sur bien des sujets. Donc je crois qu'on est là véritablement au cœur de ce qu'est la crise de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la crise de la démocratie ? C'est la crise de la souveraineté. C'est-à-dire, à un moment donné, des dirigeants qui considèrent que finalement la souveraineté n'est plus le moteur qui fait fonctionner la démocratie. Et le problème, c'est qu'on ne fait pas fonctionner une démocratie si, à un moment donné, on n'en revient pas au principe de la souveraineté. Oui, c'est-à-dire que les Français votent pour des élus qui sont censés les représenter leurs idées et travailler dans leur intérêt, et ils constatent que ce n'est pas le cas. Oui, alors c'est vrai. Alors, ceci dit... Alors d'abord, il faudrait aussi, si vous voulez, se poser la question... Parce qu'il y a un quasi-consensus sur l'immigration. Il y a un consensus, en tout cas au niveau de l'opinion publique. Il y a une opinion publique très dominante. C'est ça. Encore une fois, 78% des Français, je regardais un sondage récent, sont favorables à un référendum sur l'immigration. Et une grande majorité de nos compatriotes considèrent qu'il faut, in fine, non seulement réduire les flux migratoires, mais qu'ils sont plutôt favorables à une forme d'immigration zéro, même si c'est quand même, ça paraît assez difficile à mettre en œuvre et à mettre en place. Mais on a cet état dominant de l'opinion publique. Et à côté, en effet, on a des réponses politiques qui sont très contraintes, il faut le rappeler, parce que l'un des sujets quand même que pose cette question de la loi sur l'immigration, c'est que, et d'ailleurs c'est une critique qui est faite par non seulement les LR, mais aussi par le Rassemblement national, et puis par un certain nombre de spécialistes de cette question, c'est qu'on ne la traite pas à la racine. Si vous voulez, pour traiter à la racine, ça veut dire que pour traiter à la racine, il faudrait vraisemblablement revoir un certain nombre d'engagements européens de la France pour pouvoir tout simplement reprendre la maîtrise de notre politique migratoire. Il faudrait par exemple dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Je rappelle qu'un tiers, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs l'ancien ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driancourt, qu'un tiers de notre immigration vient de l'Algérie. Et le texte de loi concernant l'immigration ne concerne pas l'Algérie. Donc si vous voulez, il y a des tas d'angles morts dans ce texte de loi qui ne permettent pas de traiter au fond le sujet. C'est un projet de loi très insuffisant si l'on veut, comme en tout cas le laisse entendre le gouvernement, reprendre la maîtrise de notre politique migratoire. C'est en effet
vraisemblablement par, j'allais dire, l'activation d'autres dimensions que l'on pourra éventuellement reprendre cette maîtrise de notre politique migratoire. Et c'est bien ce que lui reprochent à la fois les LR et le Rassemblement national. Alors, il y a d'autres volets. C'est le blocage de la suppression de l'AME. Et puis le conditionnement des prestations sociales contributives à 5 années de résidence en France. Alors ça, ce sont 2 points sur lesquels la gauche a l'air de s'accrocher. Ils ne veulent pas la suppression. Or, ce sont des pompes aspirantes alors la gauche, c'est considérables. surtout, le problème, la gauche, évidemment, très coûteuses. Alors ça dépend ce qu'on appelle la gauche. Si vous parlez de la gauche de la Alors, NUPES, c'est clair. Oui. Si on parle du bloc macroniste, en effet, aujourd'hui... Je mets le macroniste dedans. Oui, le bloc macroniste... Alors, le bloc macroniste est plus nuancé, parce que le bloc macroniste, il y a une partie de ce bloc qui est quand même à droite et qui est de centre droit. Le groupe Horizon, ou même le MoDem, et même à l'intérieur du groupe Renaissance. La réalité, c'est que, si vous voulez... Aujourd'hui, en effet, une partie du bloc macroniste s'oppose à la remise en cause de l'aide médicale d'État, mais il semblerait que sur l'aide médicale d'État, il soit possible de faire bouger les choses parce que ça pourrait faire l'objet d'un texte de loi spécifique qui pourrait être voté l'année prochaine. En tout cas, ça fait partie des négociations entre aujourd'hui LR et la Première ministre. Mais sur l'aspect concernant les prestations sociales ou le durcissement notamment des conditions du regroupement familial, là, de ce côté-là, on ne voit pas aujourd'hui pour l'instant un point d'accord s'établir entre les parlementaires LR et la majorité macroniste. Donc là, en effet, on a des points d'achoppement qui sont susceptibles de ne pas permettre une conclusion favorable lors de la commission mixte paritaire. Alors, on va quitter ce dossier velu, dont on verra comment il évolue. Mais globalement, on voit bien que la Macronie perd quand même l'équilibre, perd sa majorité présidentielle, ou en tout cas, elle est de plus en plus difficile à trouver. Le nombre de 49-3 se multiplie. Comment est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que là, il y a eu une cassure qui risque de se prolonger dans le temps, de se faire sentir? Et est-ce que Elisabeth Borne et le gouvernement, avec sa majorité un peu bancale, peut encore tenir très longtemps, ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille vers une dissolution, voire une cohabitation peut-être après? Comment est-ce que vous voyez ça? Alors, plusieurs éléments. Oui, c'est un événement parlementaire important, ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas attendu, même si c'était prévisible, et ça traduit d'abord, en effet, si vous voulez, l'étiage très faible de la majorité parlementaire, très relative, du président de la République et de Madame Borne. Je rappelle un point d'histoire. Sous la Ve République, vous avez eu 3 législatures avec 3 majorités relatives. La législature de 1967, où le général de Gaulle n'a pas de majorité absolue, mais il a une majorité relative qu'il arrive à construire notamment, il arrive finalement à avoir une majorité absolue de fait avec une alliance avec les républicains indépendants, les indépendants, donc il peut, et puis un an plus tard, il y a 68, il dissout, et là il a à nouveau une majorité absolue. Et il y a plus récemment l'épisode de 1988-1993 où François Mitterrand se fait réélire, comme Emmanuel Macron, mais où il ne va pas disposer de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sauf que, si vous voulez, il y a 2 éléments qui différencient 88-93 de la période que nous traversons depuis 2022. D'abord, à l'époque, vous avez un droit de tirage illimité sur le 49.3, ce qui n'est plus le cas depuis la réforme constitutionnelle de 2008, où le gouvernement ne peut utiliser de manière illimitée le 49.3 que sur les textes budgétaires, mais après, il n'a la possibilité d'utiliser qu'une fois par session le 49.3 sur tous les autres textes qui ne sont pas des textes budgétaires. Donc ça limite, si vous voulez, sa marge de manœuvre. Et Dieu sait si, quand même, depuis le printemps 2022, Mme Borne a beaucoup utilisé le 49.3. On est, je crois, au 21e utilisation du 49.3. Donc il y a d'abord cette réalité-là qui est d'ordre constitutionnel. Ensuite, le problème, c'est que la majorité est certainement la majorité la plus relative qu'un Premier ministre ait pu avoir depuis la Ve République. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de réserve parlementaire pour Madame Borne. Très peu de réserve parlementaire. Il y a une majorité qui est faible et elle ne peut pas trouver, si vous voulez, des réserves sur sa gauche, très peu.
et elle a beaucoup de mal à trouver des réserves sur sa droite. Donc on a une équation de rapport de force politique qui ne permet pas, si vous voulez, de considérer que cette législature puisse tenir ainsi pendant 3 ans. Moi, ça me paraît extrêmement difficile. Alors quelle solution? Alors après, si vous parce voulez... que si on parle d'une dissolution, par exemple, on voit que les intentions de vote en faveur de la Macronie seraient à hauteur de 14% selon un récent sondage, ce qui fait peu. On est assez loin de la majorité. Alors après, il faut toujours être très prudent. La dissolution ne permettrait peut-être pas de résoudre la difficulté de l'instabilité parlementaire dans laquelle nous sommes entrés depuis 2022. Mais faisons un peu de politique fiction, si vous voulez. Emmanuel Macron, finalement, aujourd'hui, il a des armes constitutionnelles pour sortir de cette situation, pour essayer de sortir de cette situation. Ce ne sont certainement pas les armes communicantes qu'il utilise, style le Conseil national de la refondation ou rencontre de Saint-Denis ou la grande initiative ou le grand rendez-vous avec la nation qu'il nous promet pour le début de l'année 2024. Il a 2 armes aujourd'hui qui sont à sa disposition. La première arme, c'est le référendum, mais faudrait-il encore savoir sur quel sujet? Et on sait que depuis 2005, tous les gouvernants ont les plus grandes réserves quant à l'usage du référendum, ce qui traduit leur difficulté à un moment donné, d'ailleurs, tous autant les uns que les autres, à revenir au peuple. Le général de Gaulle, lui, serait revenu sans aucune difficulté. François Mitterrand et Jacques Chirac avaient fait des choix référendaires, en effet, lors du second mandat, qu'il s'agisse du traité de Maastricht ou du traité constitutionnel, justement parce qu'ils sentaient le peuple, ils sentaient la nation, ils connaissaient la société, ils savaient qu'à un moment donné, quand on est essoufflé, et ils étaient essoufflés également dans le second mandat, c'est le cas de M. Macron, il faut à un moment donné en revenir vraisemblablement au peuple. Là, du côté d'Emmanuel Macron, pour l'instant, au stade où on parle, la deuxième solution, c'est la dissolution. C'est la dissolution. La question est de savoir s'il a intérêt à dissoudre. Le problème, c'est pour Emmanuel Macron, c'est une dissolution où il perd la main et il se retrouve face à une majorité de cohabitation, est une dissolution qui ne va pas forcément lui servir. Parce que, tout simplement, M. Macron ne peut pas, constitutionnellement, se représenter pour un 3e mandat. Si vous voulez, quand François Mitterrand est, en 86, exposé à une cohabitation, il va finalement user de sa position institutionnelle dans cette cohabitation très dure avec Jacques Chirac pour en faire un tremplin pour sa réélection. Mais il n'y a pas de perspective de réélection pour M. Macron. Donc l'intérêt, si vous voulez, pour Macron aujourd'hui est assez limité, en l'occurrence. Mais ensuite, on peut se poser la question, si on laisse, j'allais dire, le cas personnel de M. Macron, on peut parler peut-être de l'intérêt général et de l'intérêt du pays, de l'intérêt de la démocratie. Et de l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France et de l'intérêt de la démocratie aujourd'hui, à mon sens, c'est en effet d'avoir une initiative politique qui soit forte et qui permette aux Français de pouvoir à nouveau se prononcer. Et la dissolution est la seconde arme constitutionnelle dont dispose M. Macron. Alors là, vous avez 2 solutions. Vous avez une première solution où, finalement, on se retrouve avec un hémicycle sans possibilité de constitution de majorité. Ce qu'il ne faut pas exclure. Et ce qui serait une première sous la Ve République, et ce qui serait un paradoxe. Moi, je rappelle souvent que la Ve République a été créée pour faire des majorités stables. Et là, on se retrouverait avec un champ politique tellement balkanisé, archipélisé, comme dirait Jérôme Fourquet pour parler de la société. Une chambre à l'italienne, un peu. Oui, alors où on ne retrouverait pas les moyens, finalement, de disposer d'une majorité. Sauf à ce que, éventuellement, on ait un gouvernement de coalition. Mais comment on forme cette coalition? Ça, c'est une autre question. Deuxième hypothèse, il y a une majorité qui se dégage. Soit M. Macron arrive à constituer une majorité relative, un peu plus forte que celle dont il dispose aujourd'hui, voire absolue. Bon, dans ce cas-là, il résout son problème. Soit il n'y arrive pas. Il n'a pas l'air parti pour. Soit il n'y arrive pas. Ouais. L'état des forces politiques nous fait douter de cette possibilité. Oui. Sauf s'il y a une alliance éventuellement avec LR. Mais est-ce qu'LR a intérêt à s'allier avec aujourd'hui M. Macron? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ça suffirait? Mais il a l'autre hypothèse. Il y a une autre majorité. Il y a une majorité alternative. Une majorité alternative qui peut être avec le Rassemblement national et les LR. Et là, M. Macron devra gouverner avec un gouvernement de cohabitation.
Mais si on se retrouve dans la première hypothèse, c'est-à-dire pas de majorité, M. Macron sera responsable de cette situation. Parce qu'à force d'avoir voulu fracturer le champ politique français, il aura rendu ingouvernable la Ve République. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'il en tire les conséquences pour lui-même. Le problème n'est plus dans ce cas-là l'Assemblée nationale, le problème est directement le président de la République. Vous pensez qu'il y a un moment où il sera peut-être contraint de donner sa démission? Disons dans une interprétation qui serait une interprétation gaullienne des institutions, oui, clairement. Le problème, c'est que M. Macron ne fait pas une lecture qui est une lecture gaullienne des institutions. Il fait une lecture qui est conforme à ce qu'il croit être ses intérêts. Donc je ne crois pas à la première hypothèse que je viens de dessiner. Mais dans la pure logique des institutions, clairement, un président qui est désavoué, et il serait désavoué d'une certaine manière, et qui n'a plus les moyens finalement de rendre gouvernable le pays, parce que ce serait ça quand même. Le principal responsable de l'ingouvernabilité du pays, si on avait cette hypothèse-là, ça serait le président de la République, clairement. Est-ce qu'il en tirerait les enseignements? Ça, je n'en sais rien. Mais il devrait en tirer les enseignements. Ouais, ça serait la première fois, en tout cas, depuis De Gaulle. Oui, alors à mon avis, je pense quand même que l'hypothèse la plus probable, quand même, c'est qu'on arrive à trouver une majorité de coalition. Après, savoir quelle est cette majorité de coalition. Il n'y en a pas 36, à mon avis. Il y a une majorité de coalition macroniste LR ou une majorité de coalition, éventuellement, Rassemblement National LR. Mais est-ce que les LR sont prêts à franchir le Rubicon d'une alliance avec le Rassemblement national qui a quand même considérablement à maudiller ses positions? Ça, la question reste ouverte. Ouais. Très intéressant. Alors, tout cela est de la politique fiction. Bien sûr. Alors, ben oui, mais on va y arriver quand même assez vite. Alors, il y a une autre échéance, qui est celle des élections européennes en juin. Est-ce que cette échéance, est-ce que ces élections, est-ce que ce scrutin peut relancer la droite nationale vers le pouvoir? Est-ce que ça peut rebattre les cartes avant l'échéance des présidentielles? Alors là, si on regarde les sondages... C'est demain. C'est au mois de juin prochain. C'est ça. Si on regarde les sondages aujourd'hui, 9 juin. compte tenu du contexte que nous traversons, à la fois sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, la liste de M. Bardella semblerait arriver très largement en tête, puisque j'ai encore vu un sondage il y a 24 heures plaçant cette liste à 30% et la liste de la majorité à 18%. Donc, de toute façon, ce sont des élections qui, depuis maintenant plusieurs cycles, réussissent plutôt au Rassemblement national. Le Rassemblement national est arrivé en tête il y a 10 ans, il est arrivé en tête il y a 5 ans, et on a tout lieu de penser qu'il devrait arriver en tête lors du prochain scrutin au mois de juin. Alors, enfin, quand même avec une réserve. Le sondage le situe autour de 30%. Oui, 30%, ouais. Mais avec une réserve. Il faut quand même avoir une réserve parce que, d'abord, c'est une élection européenne à faible taux de participation. Très faible taux de participation. Et clairement, c'est une élection qui, socialement, mobilise plus, j'allais dire, la sociologie électorale du bloc central, du bloc macroniste, très favorable à la construction de l'Union européenne, que la sociologie, ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc populaire. Donc il faut quand même être très prudent. Tout va dépendre, si vous voulez, du niveau de participation qui déterminera d'une certaine manière le rapport de force politique. Rappelez-vous quand même, on a l'exemple de 2021, les élections régionales, où le Rassemblement national était donné très haut, où le Rassemblement national était en position, sinon regardez les sondages, de gagner 2 voire 3 régions, et la faible mobilisation de son électorat a entraîné de fait un échec du Rassemblement national durant cette élection. Donc il faut quand même toujours être prudent. L'élection européenne est une élection qui sociologiquement est une élection qui mobilise en général le socle électoral, qui est le socle électoral plutôt qui en général vote pour le bloc macroniste. Donc il faut encore, on est à 6 mois de l'élection, on est encore très loin de cette élection, même si tous les paramètres nous permettent de penser que le Rassemblement national devrait virer en tête. Après, il y a d'autres questions. Si vous voulez, quel sera le rapport de force à gauche? La gauche va partir de manière dispersée.
On va voir quel sera, et ça sera très intéressant de le noter, l'impact des prises de position de plus en plus radicales et provocatrices de Jean-Luc Mélenchon sur la France insoumise, qui dans ce conglomérat de la NUPES, entre le PS, LFI, le Parti communiste et les écologistes, virera en tête. Puis il y aura un autre aspect qu'il faudra regarder, c'est en effet les scores de la liste LR. Sera-t-elle conduite par M. Bellamy? Apparemment, on s'oriente plutôt quand même vers cette hypothèse. Mais quel sera le score de la liste conduite par Marion Maréchal pour Reconquête? Et on voit, quand on regarde les sondages, que finalement, ils sont au coude à coude également. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la photographie des sondages, à l'heure où on parle, donne, si vous voulez, un bloc de droite entre le Rassemblement national, même si je laisse LR, entre le bloc de la droite, c'est-à-dire le Rassemblement national, M. Zemmour, et même si on prend M. Dupont-Aignan, un bloc qui est quasiment à 40%. Ce qui est, disons, le bloc souverainiste, pour aller très vite, le bloc souverainiste de droite est quasiment à 40%. Donc c'est un étiage qui est historiquement haut. Et je laisse de côté, évidemment, les Républicains, qui, eux, sont entre 7 et 8. C'est ça. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que entre cette dynamique des partis patriotes, on va dire, Rassemblement national, Reconquête et peut-être une partie des LR, l'usure du pouvoir du côté du centre, dont on voit qu'il fait quand même, qu'il détruit beaucoup la puissance qui était celle de Macron, et puis le discrédit de la gauche, est-ce que finalement il n'y a pas un boulevard un peu irrépressible, et l'échec, sans parler de l'échec des gouvernements de centre-droit et de centre-gauche, notamment sur le dossier de l'immigration pendant des années, est-ce qu'il n'y a pas un boulevard un peu irrépressible pour cette droite Oui, je le pense. Je le pense. En tout cas, les conditions sont très favorables. Souverainistes. Elles sont très favorables, encore une fois, à l'heure où nous parlons. Il reste 6 mois. 6 mois, il peut se passer encore beaucoup de choses. Donc il faut être toujours extrêmement prudent. Mais vous avez raison sur le constat, à cette réserve près, que, si vous voulez, pour gagner une élection, il faut que votre électorat se mobilise. C'est ça qui est très important. Et l'élection européenne n'est pas, encore une fois, l'élection qui favorise, j'allais dire de la manière la plus fluide, la sociologie électorale de cette droite-là. Alors ça dépend, parce qu'en plus il y a des nuances, si vous voulez. Le Rassemblement national dispose d'une sociologie qui est beaucoup plus populaire. M. Zemmour, c'est pas le cas. M. Zemmour a une sociologie qui est différente. On l'a vu d'ailleurs lors des dernières élections présidentielles, qui est une sociologie d'une droite plus conservatrice, qui est une droite soit de classe moyenne supérieure, soit même parfois de CSP+. Et donc de ce point de vue-là, M. Zemmour a peut-être, je veux dire, une fenêtre de tir avec l'élection européenne, en plus en surfant sur le mécontentement et puis aussi peut-être une forme de dégagisme, qui peut lui permettre d'espérer un score qui serait un score non négligeable. Marine Le Pen, même si aujourd'hui, enfin M. Bardella, même si aujourd'hui, encore une fois, tous les clignotants semblent au vert, doit, en tout cas, ne rien céder sur la mobilisation de son électorat. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir, en effet, virer en tête dans les proportions que les sondages laissent aujourd'hui envisager. En tout cas, tous les deux sont aspirés à la hausse, à la fois Reconquête et le Rassemblement national, pour l'instant dans les sondages, mais c'est vrai qu'il reste encore un bon moment. Merci Arnaud Benedetti, merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne, le grand quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable et c'est gratuit. En plus, soutenez notre combat, c'est important. Et vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.